Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on s'intéresse aux plantes, aux minéraux et plus précisément à leurs usages sous forme de compléments alimentaires, d'huiles essentielles et même cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à l'Ayurveda et à la phytothérapie. L'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne vieille de 5000 ans, qui repose sur une alimentation ultra digeste et ajustée à la physiologie de chaque individu. Et pour évoquer ce sujet, notre invité, c'est Jean-Marc Réa, le fondateur de la marque Ayurvana, spécialiste de l'Ayurveda. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Fabrice. Vous allez bien? Merci d'être avec nous aujourd'hui sur NutriCast. Ça va bien, on a eu quelques petits problèmes de matériel, mais ça va bien. Ah, vous savez, la technique, si la technique fonctionnait à chaque fois, tout le temps, ce serait trop beau. C'est vrai. Alors Jean-Marc, aujourd'hui, ensemble, et la technique va nous le permettre, nous allons parler d'Ayurveda. Ayurveda et de phytothérapie. On est content de vous avoir et d'avoir choisi ce sujet avec vous parce que vous êtes le fondateur d'Ayurvana, spécialiste en Ayurveda bien connu en France. Expliquez-nous un peu la genèse de la création d'Ayurvana. Ayurvana a été créé en 2001, donc ça fait 19 ans. Donc pourquoi j'ai créé Ayurvana? Tout simplement parce que de façon tout à fait par hasard, j'ai eu connaissance à cette époque-là de l'Ayurveda, puisque ma société, qui est la société Code, a été créée en 1996. Et à cette époque-là, j'ai eu des contacts avec des gens qui s'intéressaient à l'Ayurveda. Au départ, c'était donc des produits qui venaient d'Inde. Bon, et très très vite, je me suis rendu compte que si on voulait faire quelque chose d'intéressant, il fallait importer nous-mêmes les plantes, avoir un contrôle total sur les plantes que l'on faisait venir, de pouvoir les analyser ici en France et de fabriquer nos produits en France. C'est l'objectif d'Ayurvana, c'est-à-dire de contrôler parfaitement la filière de ces plantes indiennes et aussi de fabriquer la totalité, y compris d'ailleurs nos packaging en France. D'accord, alors j'aimerais qu'on revienne, avant d'aller plus loin sur Ayurvana, qu'on revienne sur ce qu'est exactement l'Ayurveda, sur la philosophie et pourquoi vous vous êtes intéressé à cette philosophie, à cette médecine traditionnelle. Alors, il faut savoir que je vais en Inde une fois par an et disons que j'ai apprécié cette philosophie en étant en contact vraiment avec les Indiens. C'est-à-dire qu'au départ, je m'y suis intéressé suite à quelques lectures et je me suis rendu compte que c'était un art de vivre avant tout, qui englobait tout un ensemble de choses que l'on connaît par ailleurs, qui va aussi bien du yoga au massage ayurvédique, qui est la chose peut-être la plus connue dans l'Ayurveda. On connaît certaines autres choses telles que le panchakarma ou bien la méditation. C'est bien sûr une médecine qui est proche de tout ce qui est l'hindouisme, mais qui en même temps, quand on l'étudie et qu'on cherche à comprendre, on s'aperçoit que ça a une profondeur, c'est un véritable art de vivre, et que l'Ayurveda, c'est essayer de comprendre les autres et de se comprendre, de mieux comprendre les autres et se connaître soi-même. Vous, quand vous avez créé ça, il y a plusieurs années, vous étiez un des pionniers, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie tendance, hein. L'Ayurveda, même si on n'en comprend pas toujours les piliers, clairement la phytothérapie est un des piliers de l'Ayurveda, mais il n'y a pas que ça. Vous parliez de massage, de yoga, l'importance, la notion du corps, hein, qui est très importante, l'importance aussi donc des repas. Mais vous alliez en Inde, vous avez eu quoi? C'est une révélation, parce que est-ce que vous étiez au départ, on va dire, programmé pour ça? Non, pas du tout. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai jamais pris les chemins de Katmandou dans ma jeunesse. J'étais pas du tout programmé pour ça. Je suis quelqu'un de plutôt cartésien et j'étais pas du tout attiré à prime abord par cette philosophie. Ce qui m'a intéressé, c'était cette façon de voir de façon universelle, et puis une approche
très différente de ce que l'on peut connaître. Ça peut même d'ailleurs interpeller au départ, parce qu'on se demande exactement où ça va. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à l'Ayurveda et puis qui très très vite se demandent où on veut aller exactement en s'intéressant à l'Ayurveda. Mais quand on étudie un petit peu plus à fond les choses, on s'aperçoit que bien sûr il y a toujours les plantes qui reviennent, il y a la phytothérapie, mais il n'y a pas que ça, et que c'est extrêmement intéressant. Voilà, on peut développer les doshas, etc. Alors justement, un mot peut-être sur les doshas, qui distinguent 3 types de constitutions de base et qui sont très importantes dans cette philosophie, cette médecine d'Ayurveda. Oui, c'est-à-dire que déjà, au départ, il faut savoir que tout est basé sur les 5 grands éléments. C'est-à-dire les 5 grands éléments, c'est l'air, l'espace, l'eau, la terre et le feu. Donc, il y a un principe créateur qui se base sur ces 5 grands éléments, et chaque dosha c'est une humeur. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut connaître, c'est-à-dire déjà nous-mêmes, mais que ce soit dans la nature, les arbres, etc., ont une tendance doshique, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt vata, pitta ou kapha. Et pour simplifier les choses, disons que les gens qui sont vata, ce sont plutôt des gens qui sont, par tout ce qui va être aérien. Les gens qui sont pitta, c'est plutôt le feu. Et les gens qui sont kapha, c'est plutôt la terre. Donc, il y a des méthodes, des questionnaires qui vont permettre pour chaque individu de déterminer quel est son dosha dominant. Quand on parle de dosha dominant, il faut savoir qu'il n'y a personne qui est complètement vata, pitta ou kapha. Chaque individu est dominé par un dosha, mais on est tous, on a tous en nous les 3 doshas. Sauf qu'il y en a un qui est bien sûr dominant. En général, il y en a un second, et puis il y en a un troisième qui est moins important, mais qui existe. Et en Ayurveda, ce que l'on cherche, c'est à rééquilibrer les doshas. Cette médecine, avant tout, a pour but un rééquilibrage de l'individu dans sa vie de tous les jours. C'est pour ça que c'est un art de vivre. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Alors on va aller un peu plus loin maintenant, Jean-Marc Réa, dans les explications de l'Ayurveda, et notamment pour rejoindre après la phytothérapie, notamment dans ses vertus. Donc c'est une médecine ancestrale. Pour quelles raisons concrètes, pour quelles vertus on va avoir recours à l'Ayurveda? À peu près toutes les indications. C'est-à-dire que l'Ayurveda, ce qui est très important, c'est bien sûr il y a une notion de purification du corps. Et dans l'Ayurveda, la nourriture a beaucoup d'importance. La façon dont vous vous alimentez, d'ailleurs, bien sûr, on a tendance, surtout en Occident, à s'alimenter de façon trop importante, et puis pas toujours avec des aliments de qualité. Donc, l'Ayurveda va chercher à vous rééquilibrer à ce niveau-là, et à vous donner des conseils pour manger mieux, ce qui est très important. On dit souvent, il y a un proverbe qui dit qu'on creuse sa tombe avec ses dents, et c'est bien vrai. C'est-à-dire que beaucoup de nos maux, de nos maladies que l'on contracte, bien souvent viennent d'une nourriture déséquilibrée, d'une vie qui est déséquilibrée, bien sûr, parce que il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que les plantes, il y a votre façon de réagir dans la vie, votre façon d'appréhender les événements, votre entourage, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses où il y a en Ayurveda des conseils pour vivre d'une façon plus harmonieuse avec votre entourage. D'accord, donc c'est une approche qui est très holistique, et c'est vrai, on le voit aujourd'hui, l'influence du stress sur notre santé. On parle aussi de plus en plus de personnes toxiques, et clairement, voilà, aujourd'hui, de plus en plus de gens ont conscience de ça, de l'importance de la gestion du stress, de la gestion aussi, en tout cas, de l'importance de s'entourer des personnes qui nous font nous sentir bien. Alors des fois, on n'a pas le choix, mais en tout cas. Oui, non, mais c'est très très important votre entourage. Vous avez raison, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont toxiques pour d'autres, mais
on peut l'être pour on peut l'être soi-même. C'est-à-dire que on peut être toxique pour les autres et on peut être toxique pour soi-même. Ah, ça c'est vrai. Parce que justement, on est déséquilibré, on a des problèmes et on se crée bien souvent on crée notre propre malheur. C'est vrai que des fois on se laisse enfermer aussi par nos pensées, hein. Des fois on va ruminer comme ça et c'est vrai qu'on est toxique pour soi-même. Bien souvent en réalité, ça commence par ça en fait. Oui, absolument. Et c'est une des choses que j'ai apprises avec l'Ayurveda. Et tous les gens qui... Vous savez, c'est très bizarre parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda, très sincèrement, je me suis dit au début, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je m'y suis intéressé par les plantes, bien sûr, parce que depuis 96, je fabrique et distribue des compléments alimentaires, et l'Ayurveda, comme je vous l'ai dit, c'est venu par accident. Et au début, quand on commence à lire et à s'intéresser à l'Ayurveda, on se dit, franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Et quand on finit par comprendre, tout doucement, parce que c'est un cheminement, et, on comprend au fur et à mesure les choses. Et à un moment, je me suis dit, franchement, si je réussis à faire connaître l'Ayurveda au plus grand nombre de gens en France, j'aurais pas perdu mon temps. J'aurais fait quelque chose d'intelligent. Bien sûr, il y a peut-être 90% des gens qui vont s'intéresser à l'Ayurveda qui vont s'y intéresser très superficiellement parce que ils ont trouvé tel ou tel produit qui leur a fait du bien et puis voilà, et puis ils vont regarder les choses de façon très superficielle. Mais je pense que ce que j'essaye de faire, c'est d'ouvrir une porte. Et à partir de cette porte, je me dis que il y a un certain nombre de gens qui l'apprendront, qui s'y intéresseront, et que cette philosophie, cet art de vivre, peut apporter beaucoup. Mais si plus il y aura de gens qui auront cette vision, cette façon de comprendre les choses, je pense que ça ne peut pas faire de mal à notre société, qui est à la recherche de beaucoup de choses. On le voit ces derniers temps, et l'Ayurveda est quelque chose qui prône une sagesse qui me paraît fort intéressante. Mais alors, cette philosophie d'Ayurveda, est-ce qu'elle est compatible avec l'Europe occidentale, basée sur le tout matérialisme? Alors, bien évidemment, le matérialisme n'est pas la base de l'Ayurveda, c'est certain. Mais je pense que c'est une façon de voir les choses qui est très ouverte. Il n'y a pas de critique de telle ou telle religion, de telle façon de vivre, etc. C'est extrêmement ouvert. Dans l'hindouisme, on accepte absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon il y a pas une définition du mal et du bien comme on l'a en Occident. On a l'Ayurveda a une façon de voir et de comprendre les choses, une façon beaucoup plus ouverte. Donc le matérialisme, c'est pas la base de l'Ayurveda, c'est certain. Mais pour autant, il va pas y avoir une critique systématique. D'accord, donc on va essayer d'appliquer cette philosophie dans le contexte dans lequel on vit, finalement, on va essayer de l'adapter. Exactement. C'est-à-dire que, vous voyez, on va pas vous dire, il faut vous habiter de telle ou telle façon, faire des choses de telle ou telle façon, etc. Moi, par exemple, je refuse le côté déguisement. Je suis français, je suis occidental, je reste moi-même. Je vais pas essayer de mimer ou de singer telle ou telle attitude. Je trouve ça ridicule. Il y a beaucoup trop de gens qui font ça, d'ailleurs. Et non, il faut rester soi-même, c'est très important d'être soi-même. C'est ce qu'on dit, hein. Ça fait partie d'ailleurs, on doit être ce que l'on est. On a, de la même façon qu'en Ayurveda, vous avez une constitution de naissance. Vous êtes, par votre naissance, vous êtes ce que vous êtes. Et il faut pas chercher à le renier. Il faut chercher par contre à le comprendre. C'est beaucoup plus important. Le comprendre et faire avec.
Effectivement, mais vous savez aussi ce qu'on dit au cinéma, notamment, c'est le costume qui fait le comédien. En tout cas, l'importance du costume du comédien. Oui, oui. Bon, vous savez, je suis pas sûr de ça. On dit que ouais, enfin bon, mais je crois que là, la vie n'est pas une simple comédie. Écoutez, Jean-Marc, je vous propose, on marque une toute petite pause et puis après on va rentrer maintenant dans les plantes, voilà, concrètement la phytothérapie, les plantes de l'Ayurveda, quelles sont les meilleures synergies, c'est juste après ceci, ne bougez pas. NutriCast, aujourd'hui, on parle de l'Ayurveda avec Jean-Marc Créa, fondateur de la marque Ayurvana, laboratoire de compléments alimentaires. Jean-Marc, alors, voilà, on a un peu planté le décor, parler de la philosophie de l'Ayurveda. Maintenant, on va s'attacher aux plantes, parce que ça fait partie, c'est un des piliers, un des 3 piliers de cette médecine ancestrale, et on sait que la médecine ayurvédique utilise traditionnellement plus de 7000 plantes. Alors en France, on n'a pas le droit à 7000 plantes, il y a une arrêté plantes bien précis. Ma question, c'est quelles sont les plantes aujourd'hui les plus utilisées et comment? Alors, on a travaillé depuis toutes ces années à faire accepter un certain nombre de plantes. Vous avez raison de dire que malheureusement, on peut pas utiliser toutes les plantes qui sont préconisées selon les principes de l'Ayurveda. Mais on a quand même, avec la réglementation européenne, on a réussi à donc aujourd'hui avoir un certain nombre de plantes intéressantes qui sont commercialisables en France. Alors bien évidemment, il y a une préparation qui n'est pas une plante d'ailleurs, qui est un mélange de 3 baies, qui est le Triphala, que beaucoup de gens connaissent. Le Triphala, c'est à base d'Amalaki, Bibitaki et Aritaki. Ce sont 3 baies. Ce mélange a un effet tout à fait bénéfique sur le transit intestinal. Et c'est quelque chose que les gens ont découvert et qui, disons, ne peut pas être contesté, parce que si je vous dis que je vous donne une gélule pour rajeunir, on pourrait toujours en discuter, ou antiradicalaire, je sais pas quoi, mais enfin le transit intestinal, voyez-vous, ça marche ou ça marche pas. Et au bout de 3 jours, vous savez si on vous a vendu du vent, on vous a vendu quelque chose qui est réel et sérieux. Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, que 95% des gens sont satisfaits par le Triphala. D'accord. Le Triphala, qui est composé, vous pouvez répéter les plantes? Donc, ce sont 3 baies. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle l'Amalaki. C'est une espèce de petite groseille. Et vous avez le Bibitaki, l'Aritaki. Donc cette préparation est très importante. Vous avez aussi une résine qui s'appelle le gugule, qui vient d'un arbre qui s'appelle le gugulu. Et cette résine a l'avantage d'avoir un effet sur le cholestérol. Et beaucoup de gens là encore, il y a un test très simple à faire, et de plus en plus de médecins d'ailleurs connaissent cette résine. D'ailleurs, on a des médecins, on n'a pas de visiteurs médicaux, on va pas voir les médecins, etc. Mais de plus en plus de médecins s'intéressent à ça parce que les effets, là aussi, sont incontestables. Vous faites une prise de sang, vous avez du cholestérol, vous faites une cure pendant 1 mois, et les gens refont une prise de sang et s'aperçoivent que leur cholestérol a diminué. J'ai bien sûr pas mal de personnes autour de moi qui l'ont testé et qui s'en sont aperçus. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé grâce à des études importantes, parce que vous savez, en phytothérapie, vous pouvez pas faire les mêmes études que vous feriez avec une molécule chimique. Une molécule chimique est quelque chose que vous pouvez déposer. Donc si vous la déposez, elle vous appartient, et à partir de là, vous allez pouvoir la commercialiser et rentabiliser les études que vous avez faites. Les plantes appartiennent à tout le monde. Ce que je vous dis là, sur telle ou telle préparation, telle ou telle plante, tout le monde peut les commercialiser à partir du moment où elles sont autorisées
par la réglementation européenne. Mais donc bien sûr tous les produits que l'on vend, toutes les plantes que l'on vend ont été déposées et ont répondu à la réglementation. Alors, vous me parlez du gugule. Est-ce que c'est ça, hein, le gugule pour réguler un peu le cholestérol, en tout cas qui va agir sur le cholestérol. Est-ce que on peut le comparer à la levure de riz rouge? Est-ce que on parle aussi de monocoline? Alors, la levure de riz rouge, je connais bien sûr ce produit. Le problème, c'est que la levure de riz rouge, vous avez des statines qui sont controversées, et ce que vous n'avez pas dans le gugule. D'accord, donc ça peut être aussi une alternative, parce que alors ça fait 3 émissions qu'on fait, on parle de levure de riz rouge, j'ai l'impression que c'est le gros sujet, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on doit réglementer, finalement ça tarde un peu, mais bon, on a l'impression que ça va tomber, la sanction quelque part va tomber, la sentence plutôt va tomber bientôt, sur un dosage différent, etc. Donc le gugule, c'est une alternative à la levure de riz rouge pour le cholestérol. Oui, il est évident que le gugule a un effet sur le cholestérol. Encore une fois, c'est une résine qui se récolte à l'état sauvage. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de cultivé. Vous savez que à Urvana, on a pratiquement tous nos produits qui sont bio. On est certifié par EcoCert. On est Cosmi Bio aussi, nos cosmétiques sont presque tous Cosmos organiques, c'est notre vocation, mais par exemple le gugule n'est pas bio, tout simplement parce qu'il n'est pas issu de l'agriculture. Donc il peut pas être issu de l'agriculture biologique par définition. D'ailleurs, l'année dernière, malheureusement cette année, je vais pas pouvoir aller en Inde pour les raisons que tout le monde connaît. Les voyages sont très compliqués en ce moment. Enfin, j'espère que ça va s'arranger. Mais l'année dernière, donc mon dernier voyage date de décembre 2019. Et à cette occasion, j'ai rencontré donc des coopératives qui m'ont indiqué qu'elles essayaient de voir pour faire de la culture de gugule et qu'à partir de ce moment-là, ça deviendrait bio. Mais enfin, pour l'instant, ça n'existe pas. On est attentif à ces choses-là. Pour l'instant, le gugule reste un arbre sauvage qui pousse dans la forêt et la résine est récoltée. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler de l'agriculture. D'accord, évidemment, c'est une nuance qui est importante. Alors aujourd'hui, je suis obligé de vous parler quand même. Tout le monde, on a bien vu que avec ce contexte Covid, il y avait eu une explosion quelque part des compléments alimentaires qui avaient un impact sur l'immunité, en tout cas des allégations en ce sens. Alors quelles sont les plantes et les meilleures synergies dans cette philosophie ayurvédique que vous pourriez recommander? Oui, il y a l'andrographis, bien sûr, qui est Echinacée d'Inde. Qui a un intérêt tout à fait évident, et vous avez aussi le Guduchi pour les problèmes d'immunité est une plante très intéressante. Et le Guduchi étant moins connu que l'Echinacée d'Inde, l'andrographis, on l'appelle plus volontiers l'andrographis ici en Occident. D'accord, l'andrographie qu'on utilise, en tout cas, je sais pas, vous allez pouvoir me confirmer si je vous dis n'importe quoi, mais habituellement utilisé en cas de rhume ou de grippe, plus ou moins. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est pour renforcer l'immunité. C'est pas pour le rhume ou on peut dire, mais enfin ça a plus une fonction immunitaire ou avant que vous ayez tel ou tel problème. C'est une plante qui est reconnue selon les principes de l'Ayurveda pour être immunitaire comme le Guduchi. Oui, bien sûr. Alors quand je dis en cas de rhume ou de grippe, évidemment, on est dans le complément alimentaire, donc on n'est pas dans le médicament, c'est pas pour soigner le rhume ou la grippe, mais c'est pour, comme vous le disiez, anticiper quand l'hiver approche, avoir des l'andrographies. Voilà. En tout cas, c'est très utilisé dans ce cadre-là. Voilà. Ok. Donc pour l'immunité, c'est plus ça en ce moment qu'il faut avoir dans la trousse de toilette. Oui, c'est une chose importante, mais par exemple aussi ce qui est très intéressant, parce qu'on a quand même une population qui est de plus en plus âgée et les problèmes de mémoire sont importants.
Et dans l'Ayurveda, vous avez le Brahmi et la Centella asiatica, qui sont deux plantes qui se complètent pour la mémoire. Alors, j'aime bien faire comparaison en parlant du Brahmi, qui serait un petit peu, qui est avant tout pour la mémoire proprement dite. C'est-à-dire que si je fais une métaphore, je dirais que le Brahmi, c'est pour, si on fait une métaphore par rapport à un ordinateur, le Brahmi, c'est pour le disque dur. Et la Centella asiatica, c'est quelque chose qui calme et qui réussit à vous relaxer et qui surtout vous permet d'améliorer tout ce qui va être les fonctions cognitives. Donc c'est un petit peu le processeur pour bien expliquer les choses. On va dire que c'est ce qui va améliorer donc les fonctions cognitives et le processeur, si on parlait d'un ordinateur. D'accord. Si on peut comparer le cerveau à un ordinateur. J'essaye de me faire comprendre en expliquant les choses comme ça. Je crois qu'on peut, hein, clairement. Clairement, des fois on bug comme un ordinateur. Des fois on tourne en boucle aussi comme un ordinateur. Donc oui, je pense que comparaison, pour le coup, elle est raison. Et le Brahmi, effectivement, une des plantes majeures de la médecine ayurvédique, qu'on connaît aussi sous le nom de Bacopa, non? Oui, c'est le Bacopa moniris. Bacopa moniris, c'est son nom latin. D'accord, effectivement. Donc on retrouve. C'est le Brahmi. Il y a une confusion en Inde parce que tout ce qui va être plante de la sagesse, plante de la mémoire, etc., ils vont l'appeler systématiquement Brahmi. Et en plus, bien sûr, vous savez, l'Inde, c'est un très grand pays c'est son sous-continent indien. Donc c'est du nord au sud, des fois les noms varient. Et la Centella asiatica, parfois, elle est appelée Brahmi aussi. Donc ça crée des confusions. Mais vous faites bien de le rappeler. Quand je parle du Brahmi, je parle du Bacopa moniri, et la Centella asiatica et la Centella asiatica. D'accord. Voilà. Vous parlez du Bacopa pour le disque dur, le cerveau. Voilà, mais, exactement. Pardonnez-moi, mais j'avais entendu dire aussi que le Bacopa, ça avait aussi un effet sur les troubles d'ordre sexuel. Est-ce que c'est un lien, du coup? Ça, alors, vous savez, j'ai jamais entendu parler de ça, vraiment. Hein. Vous avez entendu parler que le Bacopa pouvait avoir, le Bacopa moniri avoir un effet qui était aphrodisiaque? C'est ça que vous voulez dire? Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est pour ça qu'on me l'a vendu. En aphrodisiaque, vous avez deux plantes très intéressantes. Vous avez la ashwagandha, qui est quelque chose une plante qui calme en même temps, qui a de nombreux effets qui peuvent être aphrodisiaques. Et puis vous avez le shatavari pour les femmes. Le shatavari est quelque chose là encore à observer, c'est-à-dire que pour toute la sphère féminine, que ça aide quand on est jeune à la préménopause ou ménopause, le shatavari a des effets très intéressants. Et shatavari, pour la petite histoire, ça veut dire en hindi celle qui a 100 maris. 100 C-E-N-T. Vous voyez la légion. Donc c'est vraiment c'est la plante des femmes, le shatavari. C'est une racine d'ailleurs. D'accord. Écoutez, effectivement, qui porte certainement bien son nom. Mais vous avez évoqué rapidement l'ashwagandha, qui est quand même une des plantes, symboliques par excellence. Pardon, excusez-moi. L'ashwagandha est une plante adaptogène. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'en définitive, elle permet de vous aider. C'est-à-dire, si par exemple vous avez des difficultés à dormir, elle va vous permettre de dormir. Si vous avez un problème de tonicité, un effet tonique. C'est en ça qu'elle est extrêmement intéressante. Dans les problèmes de troubles sexuels, il peut y avoir des raisons qui sont extrêmement différentes, et l'ashwagandha a été reconnue dans l'Ayurveda comme étant
une plante qui avait des effets bénéfiques parce que quelles que soient les raisons de ce trouble, elle aidait de façon intéressante. D'accord, alors là on a quand même nommé beaucoup de plantes, finalement on est vraiment entré dans le cœur du sujet, mais alors je voudrais revenir sur le sourcing de chez Ayurvana. Pour aller sourcer toutes ces plantes, comment ça se passe? Si vous voulez, la chose à laquelle je me suis attaché depuis le début, parce que vous savez, il y a quand même une très très grande différence entre la façon de voir les choses en Inde et en Occident. D'abord, il y a une réglementation qui est bien sûr très différente, parce que en Inde tout est permis à ce niveau-là. Il y a pas vraiment d'interdit. Et nous, ici, on a des obligations tant au niveau des pesticides, au niveau des HAP, au niveau de la microbio, etc., etc. Donc, on s'est aperçu que quand même, si on voulait faire un produit qui correspondait aux attentes, il fallait d'abord, importer nous-mêmes les plantes, avoir un contact direct avec l'Inde. On est en contact, je dirais, constant avec l'Inde, donc pour pouvoir importer des plantes. On se fait envoyer des échantillons avec des numéros de lot dans un premier temps, et on refait les analyses. Donc ils nous envoient des échantillons avec leurs analyses et on refait toutes les analyses ici en France. C'est d'ailleurs, c'est pas un secret, c'est on refait nos analyses. Donc on est extrêmement vigilant là-dessus. Et ensuite, tous les produits Ayurvana sont fabriqués en France, y compris les fameux packaging, les boîtes en carton que les gens connaissent bien. Tout ça est fabriqué en France. Voilà, je tiens à le dire parce que on a aujourd'hui malheureusement de plus en plus de produits sur le marché qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il est important de savoir que ce que l'on fait, ce sont des petites entreprises qui sont sur le territoire national qui les font. D'accord. Alors, Jean-Marc, merci beaucoup. Alors, juste quand même sur quelle est la meilleure galénique, parce qu'on sait que voilà, il y a plusieurs manières de prendre des compléments alimentaires. Alors, est-ce que par exemple, je sais que vous faites aussi des infusions. Quelle est pour vous la plus efficace? Je pense que quand même les gélules restent la façon la plus efficace. Bon, maintenant je sais qu'il y a pas mal de liquides qui se font. On fait des liquides, par exemple pour des choses comme des plantes comme le tamarin. On fait aussi du trifala en liquide. Mais ce qui est quand même le plus pratique, le plus simple et le plus efficace, ça reste aujourd'hui les gélules. Mais on fait des gommes aussi, on fait d'autres formes hyaléniques, mais moi je reste quand même sur les gélules pour la plupart de nos produits. Très bien. Alors, juste pour revenir un instant, on a parlé d'immunité tout à l'heure avec l'andrographie, donc on est quand même l'équinacée d'Inde, donc on est quand même dans une période où il faut faire attention à son immunité et essayer de la stimuler. Quelle est la posologie aujourd'hui? Quelle est la recommandation d'usage? C'est quoi? C'est une cure? Quelles sont les recommandations? Alors, en général, c'est de faire une cure qui dure un mois, qui dure 30 jours. Ou 20 jours, ça dépend des produits. Mais sur l'andrographie, c'est bien de prendre 2 gélules par jour pendant 30 jours. D'accord, plutôt le matin, le soir, à jeun? Le matin, avec un grand verre d'eau. D'accord, très bien. Mais en tout cas, voilà, on note ça, on note que et j'imagine que vous allez me le dire si je vous pose la question, mais voilà, Ayurvana, donc ça se calque en tout cas sur cette philosophie de médecine ayurvédique et donc du coup ces compléments alimentaires s'associent et se combinent avec un mode de vie en adéquation avec la prise de ces produits, c'est-à-dire prendre soin de soi, de ses pensées et de tout un tas de choses en réalité. Oui, si vous voulez, on peut pas rentrer dans tous les détails, mais les compléments alimentaires, quelle est la différence avec la phytothérapie traditionnelle? C'est que en Ayurveda, on a parlé des doshas et le but c'est toujours de rééquilibrer ces doshas et les plantes peuvent donc augmenter ou diminuer tel ou tel dosha. Donc une plante, on parlait tout à l'heure du brahmi, on peut parler du boswellia, n'importe lequel, elle va toujours avoir une indication
comme dans la phytothérapie traditionnelle que tout le monde connaît, mais aussi on va indiquer que cette plante augmente, diminue, aggrave tel ou tel dosha. À côté de ça, voilà où est la particularité de la phytothérapie avec l'Ayurveda. Mais et en général, on retrouve cette même façon de réfléchir pour l'alimentation. L'alimentation, c'est extrêmement important. On dira jamais suffisamment. Et c'est peut-être que la recommandation qu'on peut faire aux gens, c'est manger moins et manger mieux. Manger moins, manger mieux, c'est ce qu'on retient. Alors merci beaucoup Jean-Marc Réat, fondateur de la marque Ayurvana. Quelle est l'actualité dans les mois à venir, d'ici la fin de l'année du laboratoire ? Eh bien, vous savez peut-être qu'on a un journal qui s'appelle le journal de l'Ayurveda, qu'on peut trouver gratuitement dans tous les points de vente qui distribuent nos produits. Et le numéro de novembre-décembre, puis c'est un bimestriel, parlera de deux choses intéressantes, enfin qui me paraissent intéressantes. C'est la mémoire, on a parlé un petit peu, et puis aussi j'ai eu la chance de rencontrer des Bishnoi, qui sont à mon avis des gens qui sont des écologistes très avant-gardistes, parce que leur communauté a été créée il y a 500 ans, et ce sont des gens qui défendent la nature d'une façon extraordinaire. Ce serait trop long pour que je me mette à en parler là maintenant, mais vous retrouverez un reportage sur ces gens-là, sur les Bishnoi, que j'ai eu la chance de rencontrer au mois de décembre dernier. Et c'est intéressant parce que franchement, on s'aperçoit que l'écologie, ils l'ont défendue âprement et depuis 500 ans. Donc ils ont une grande avance sur nous à ce sujet-là. Et quoi, moi je vous envie parce que c'est des rencontres, j'en suis persuadé, ce sont des rencontres merveilleuses. Je me suis retrouvé sur un territoire où les animaux sauvages vivent en toute liberté, parce que jamais ils avaient à service un animal quel qu'il soit, et ce sont des gens dont la préoccupation de protéger les arbres, la nature, et jamais ils n'utilisent, jamais ils ne coupent un arbre du bois qui n'est pas mort. Voilà. Mais tout ça dans le journal de l'Ayurveda de novembre-décembre, qui paraîtra à la fin du mois d'octobre, pour en savoir un petit peu plus. Ah bah écoute, on a hâte de le lire. Merci beaucoup Jean-Marc Réat, notre invité aujourd'hui sur NutriCast pour nous parler d'Ayurveda, d'Ayurvana, de philosophie, et puis donc qu'on va retrouver notamment sur toute l'actualité sur le site ayurvana.fr, et puis donc là on a hâte de lire ce journal de l'Ayurveda qui paraîtra donc dans les semaines à venir. Merci beaucoup Jean-Marc, à très bientôt. À très bientôt, merci Fabrice, au revoir. Au revoir. Émission NutriCast à retrouver sur nutricast.fr, sur toutes les plateformes de streaming audio, et surtout à partager. Je vous dis à la semaine prochaine.